Ma femme disait à tout le monde, j'ai épousé un clown. Alors je lui ai montré à quel point je pouvais être sérieux en partant, quand elle a refusé d'arrêter de faire de moi sa blague personnelle. Chaque fois que nous sortions avec des amis, j'étais la risée de la soirée. Au début, je trouvais ça inoffensif, jusqu'à ce que je réalise que j'étais le seul à ne pas rire. Quand je lui ai demandé d'arrêter, sa réponse m'a clairement fait comprendre que mon respect n'avait jamais été une priorité. Alors, j'ai décidé de lui montrer que tous les clowns ne restent pas éternellement au spectacle. Ça devait être juste un dîner banal chez des amis, jusqu'à ce que j'entende ce rire familier résonner depuis la cuisine, pas le genre de rire qui réchauffe le cœur, mais celui qui le fait couler. Debout dans le couloir, j'ai écouté ma femme, avec qui je suis marié depuis 12 ans, divertir tout le monde avec son sujet préféré, moi. Vous auriez dû le voir essayer de monter cette étagère le week-end dernier, dit-elle entre deux éclats de rire. Je vous jure que j'ai épousé un vrai clown. Il ne fait même pas la différence entre un tournevis et un marteau, même si sa vie en dépendait. Le groupe a éclaté de rire, et elle a continué. Parfois, je me demande s'il le fait exprès, comme s'il jouait devant un public. Mais non, il est vraiment comme ça. Mon propre cirque. 12 ans de vie commune, dont 7 de mariage, et c'est ainsi qu'elle me voyait, un clown, sa blague personnelle. Je suis resté là, un verre de vin tremblant légèrement dans ma main, pendant que la réalité que je refusais de voir depuis des années se cristallisait enfin. Et ce n'était pas la première fois. En y repensant, il y avait eu d'innombrables dîners, rencontres de famille et événements sociaux où je devenais, sans le vouloir, le numéro comique de sa soirée. J'ai toujours ri avec elle, croyant que ce n'était qu'un jeu innocent entre nous. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Peut-être le ton moqueur dans sa voix, ou la réalisation soudaine qu'elle était vraiment sérieuse. Plus tard, en parcourant les réseaux sociaux, j'ai découvert des dizaines de publications où elle partageait des moments intimes de notre vie, transformant mes échecs et mes vulnérabilités en divertissement pour son public. Vivre avec un clown a ses avantages, amusement garanti chaque jour. Avec des hashtags du genre #MarieClown et des posts qui accumulaient des centaines de likes et de commentaires de gens que je ne connaissais même pas. Le retour à la maison ce soir-là s'est fait dans le silence. Elle a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» mais je n'ai pas pu répondre. Mes pensées s'emballaient, repassant toute notre relation sous un nouvel angle, douloureux. Combien de fois avais-je ignoré les signes? Combien de fois avais-je permis que ma dignité soit sacrifiée pour son plaisir? Allongé à côté d'elle cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si elle voulait un clown, elle en avait effectivement trouvé un, quelqu'un qui avait cru, de façon naïve, qu'aimer signifiait accepter le manque de respect. Mais si elle pensait que je n'étais pas assez sérieux, j'allais lui prouver à quel point je pouvais l'être, en partant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de confrontation dramatique ni d'explosion émotionnelle, à la place, j'ai commencé à planifier méthodiquement comment retrouver mon respect de moi-même. D'abord, j'ai appelé un vieil ami de la fac qui m'avait proposé un poste dans son entreprise depuis longtemps, un emploi que j'avais refusé parce que ma femme s'en moquait toujours, disant que c'était « trop ambitieux » pour quelqu'un comme moi. Après avoir fixé un rendez-vous pour la semaine suivante, je me suis regardé dans le miroir comme si je me voyais vraiment pour la première fois depuis des années. Je ne voyais plus la blague de quelqu'un d'autre, je voyais un homme prêt à quitter ce cirque unilatéral. Au cours de la semaine suivante, j'ai été plus attentif aux comportements que j'ignorais auparavant. Chaque matin au petit déjeuner, il y avait une remarque sur ma tenue. Lors des appels avec sa mère, des chuchotements suivis d'un petit rire étouffé et d'un « je te raconterai après ». Même dans les messages à ses amis, je voyais des commentaires moqueurs sur ma façon de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, comme si j'étais un enfant perdu. Ce n'étaient pas des incidents isolés, c'était un schéma de manque de respect devenu tellement normalisé que je ne le reconnaissais même plus. Quand on vous répète quelque chose assez souvent, même les idées les plus absurdes finissent par paraître vraies. Pendant des années, j'ai intériorisé l'idée que j'étais incompétent, pas sérieux, sans valeur. Mon entretien avec mon ami d'université a été un succès. Le poste qu'il m'a proposé représentait une grande avancée par rapport à mon emploi actuel, plus de responsabilités, un meilleur salaire, et surtout, une reconnaissance de mes compétences, celles que ma femme m'avait persuadé de croire inexistantes. J'ai accepté immédiatement, promettant de remettre ma démission sans tarder. Ce soir-là, j'ai décidé d'avoir une vraie discussion avec elle. Il faut que je te parle de quelque chose qui me dérange depuis un moment, ai-je dit, repensant au dîner de la semaine passée et à tout le ressentiment accumulé.
J'ai gardé un ton calme en lui expliquant à quel point ses plaisanteries à mes dépens avaient dépassé les limites. Elle m'a regardé, surprise, un sourire joueur sur les lèvres avant qu'il ne devienne plus désinvolte. « Tu es sérieux, là ? C'est juste notre façon de plaisanter, tout le monde fait ça. Tu es trop sensible. » Pour moi, ce n'est pas une plaisanterie, ai-je insisté. J'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Et j'ai aussi vu les publications sur les réseaux sociaux. Elle a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. Oh, allez, ces posts reçoivent plein de likes. Les gens trouvent ça hilarant, c'est pas si grave. J'ai insisté, et toi, comment tu te sentirais si je faisais constamment de toi la cible de mes blagues? Si je te rabaissais en public? Mais elle a ri avec mépris. Tu es juste, tu sais, un mec un peu idiot. C'est ça que tout le monde aime chez toi. N'essaie pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. À ce moment-là, j'ai compris deux choses. Premièrement, qu'elle ne voyait sincèrement rien de mal dans son comportement, et deuxièmement, qu'elle n'avait absolument aucune intention de changer. La conversation tournait en rond, elle oscillait entre minimiser mes inquiétudes et insinuer que j'exagérais. À la fin, elle a promis, sans grande conviction, qu'elle allait y réfléchir, mais son ton montrait clairement qu'elle considérait tout ça comme une bêtise. Ce soir-là, j'ai créé un document privé dans lequel j'ai détaillé mon plan. Je lui donnerai un mois pour montrer un réel changement. Pendant ce temps, je me préparerai à toutes les éventualités. Le lendemain, j'ai ouvert un compte bancaire séparé et y ai versé mon premier salaire du nouvel emploi. J'ai commencé à chercher des appartements dans la région et à consulter un avocat pour connaître mes options. Certains diraient que ces démarches étaient extrêmes, mais il ne s'agissait pas de vengeance. C'était de l'autoprotection. Enfin, je me protégeais de nouvelles blessures émotionnelles. Quand j'ai fermé l'ordinateur ce soir-là, je ne ressentais ni colère ni tristesse, seulement une détermination calme à retrouver la dignité que j'avais perdue depuis si longtemps. La transformation a commencé de manière subtile. Mon nouveau poste exigeait une garde-robe plus soignée, alors j'ai remplacé mes vieux vêtements par des costumes sur mesure, qui imposaient le respect en réunion. Quand elle a commenté que j'avais l'air d'un enfant jouant à se déguiser en adulte, j'ai simplement souri et franchi la porte sans répondre. Au travail, je m'épanouissais. Des années à réprimer mes idées et à douter de mes compétences se dissipaient au fur et à mesure que mes collègues réagissaient positivement à mes contributions. En 3 semaines, j'avais déjà négocié un contrat important pour l'entreprise. Même à la maison, j'ai commencé à poser des limites avec une détermination silencieuse. Quand elle tentait de m'interrompre pendant mes appels, en faisant des gestes moqueurs pour me distraire, je me déplaçais simplement dans une autre pièce et fermais la porte. Quand elle aidait dans les tâches ménagères juste pour reprendre le contrôle et soupirait théâtralement face à ma soi-disant incompétence, je lui disais simplement, calmement, je gère, puis je continuais sans prêter attention à son petit spectacle. Les changements n'étaient pas uniquement professionnels. Je me suis rapproché d'anciens amis qu'elle avait qualifiés de « trop sérieux » ou « ennuyeux » pour notre cercle social. Des matchs hebdomadaires de basket et quelques parties de pêche occasionnelles m'ont permis de reconstruire mon identité en dehors de notre relation. Ses amis ont tout de suite remarqué la différence, commentant ma confiance retrouvée. À la maison, sa réaction à mes changements est passée par des étapes prévisibles, d'abord, la confusion, ensuite, l'agacement, puis, des tentatives de plus en plus désespérées pour restaurer l'ancienne dynamique. Elle a essayé de me provoquer avec des critiques plus tranchantes, mais quand cela a échoué, elle a changé de stratégie. « Tu travailles trop », s'est-elle plainte un soir. « On passe presque plus de temps ensemble. Tu t'en fiches de notre mariage ?» J'ai répondu calmement, « Je tiens beaucoup à notre mariage, surtout au respect mutuel. C'est pour ça que je fais ces changements. » Ses yeux se sont légèrement écarquillés face à l'implication. Peut-être, pour la première fois, elle a compris que quelque chose de fondamental avait changé. Plus tard ce soir-là, elle a essayé une autre approche, mêlant tendresse et nostalgie, rappelant comment les choses étaient autrefois, suggérant que ma nouvelle attitude créait une distance entre nous. J'ai reconnu cette distance, mais je me suis refusé à en porter la faute. Je suis toujours la même personne, ai-je expliqué, je ne suis simplement plus prêt à être la cible de tes moqueries. Le week-end suivant, elle a organisé un dîner avec le même groupe d'amis que celui de la soirée où je l'avais entendu m'appeler « clown ». Pendant la soirée, j'ai senti qu'elle m'observait avec nervosité, surtout lorsque les conversations tournaient autour de mon travail ou de notre relation. Quand quelqu'un a posé une question sur ma récente promotion, elle s'est empressée d'intervenir. « Oh,
Il est devenu tellement sérieux ces derniers temps, il n'a même plus le temps de s'amuser. Vous vous souvenez comme il était le roi de la fête avant. La table est restée silencieuse un instant. J'ai pris mon verre d'eau, bu une gorgée, et j'ai répondu calmement. J'aime toujours m'amuser. J'ai juste compris qu'il y a une différence entre rire ensemble et être la cible des rires. Quelques invités ont hoché la tête en signe d'approbation, tandis qu'elle rougissait visiblement. Plus tard dans la soirée, elle m'a accusé de l'avoir humiliée devant nos amis. L'ironie ne m'a pas échappé, mais je n'ai posé qu'une seule question. Est-ce que tu me respectes ? Son hésitation avant de répondre m'a tout dit. Cette même nuit, j'ai finalisé les derniers détails de ma décision. Le mois que je lui avais donné touchait à sa fin, et rien de significatif n'avait changé. Sa résistance à mes transformations n'a fait que renforcer ma détermination. J'ai signé le bail d'un appartement de l'autre côté de la ville, non pas comme un ultimatum ou un geste théâtral, mais comme une étape nécessaire pour reprendre ma vie en main. Les pièces s'emboîtaient enfin pour une sortie définitive d'une relation qui, au fil des années, avait érodé mon estime de moi. L'homme qui acceptait autrefois d'être appelé « clown » disparaissait, laissant place à quelqu'un qui comprenait enfin sa propre valeur. 2 semaines après avoir commencé mon nouveau travail, j'ai reçu ma première commission significative. Au lieu de la verser sur notre compte joint, comme je l'aurais fait auparavant, je l'ai transférée sur mon compte personnel. Le même après-midi, j'ai rencontré un conseiller financier pour discuter de la meilleure façon de séparer nos finances entremêlées avec un minimum de complications. La réunion a été productive, mais aussi révélatrice. Démêler cette année d'actifs partagés ne serait pas une tâche facile. À la maison, la distance émotionnelle entre nous devenait encore plus évidente. Nos conversations se limitaient à des transactions, les factures, les rendez-vous du quotidien, et des banalités superficielles. Je ne partageais plus rien sur mon travail ni ne demandais son avis sur mes décisions. Ce changement n'était pas une forme mesquine de représailles, mais une protection contre quelqu'un qui, pendant des années, avait transformé mes vulnérabilités en matériel de comédie. Elle a remarqué le changement, oscillant entre différentes stratégies pour tenter de reprendre le contrôle. Certains jours, elle cherchait la réconciliation avec de petits gestes, en cuisinant mes plats préférés ou en suggérant des escapades le week-end pour nous rapprocher. D'autres jours, elle revenait aux commentaires passifs-agressifs pour tester si je retomberais dans mes anciens schémas. L'évier de la cuisine fuit encore, a-t-elle mentionné un soir. Mais j'imagine que tu es trop occupé avec ton boulot chic pour le réparer. Je devrais appeler un vrai plombier ? 3 mois plus tôt, ce genre de remarque m'aurait poussé à réagir immédiatement, soit en me justifiant, soit en courant chercher les outils pour prouver ma compétence. Cette fois-ci, je l'ai simplement regardé et j'ai répondu. Très bonne idée. Je vais transférer l'argent pour qu'un professionnel s'en occupe. L'expression momentanée de déception sur son visage montrait clairement qu'elle ne voulait pas que l'évier soit réparé, elle voulait juste provoquer une réaction pour conforter le récit qu'elle s'était construit à mon sujet. Le week-end suivant, nous avons assisté au mariage de sa cousine. Pendant la réception, j'ai remarqué qu'elle m'observait avec attention, surtout lorsque je discutais avec des membres de sa famille que nous n'avions pas vus depuis des mois. Quand son oncle m'a posé une question sur mon changement de carrière, j'ai parlé avec assurance de mon nouveau poste et de mes récents succès. Il est tellement sérieux, ces temps-ci, a-t-elle interrompu avec un rire forcé, parfois, mon clown rigolo me manque, celui qui faisait rire tout le monde. La table est restée silencieuse, tandis que son oncle me regardait, visiblement mal à l'aise. Je suis resté calme, j'ai pris une gorgée de champagne et j'ai répondu. Il y a un temps et un lieu pour l'humour, surtout dans un cadre professionnel. Plus tard, dans la voiture, alors que nous roulions en silence, elle a enfin abordé le sujet. Qu'est-ce qui se passe entre nous ? Tu agis comme un étranger dernièrement. C'est toujours à cause de ces blagues. Parce que j'essaie de faire des efforts. J'ai demandé, sans hausser la voix. Vraiment ? Parce que ce soir, devant toute ta famille, tu m'as encore appelé « clown ». Elle a répliqué, agacée. C'était différent, je disais juste que ton côté drôle me manque. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, frustrée. Tu dramatises tout en ce moment. J'ai l'impression de devoir marcher sur des œufs avec toi. L'ironie était flagrante. Pendant des années, j'avais pesé chaque mot, chaque geste, pour ne pas devenir le sujet de sa prochaine plaisanterie. Et maintenant que je refusais ce rôle, c'est elle qui se sentait mal à l'aise. Ce soir-là, j'ai expliqué calmement. Je ne veux pas que tu marches sur des œufs.
Je veux simplement un respect de base, le même que je t'ai toujours donné. En arrivant à la maison, elle a tenté d'alléger l'atmosphère en me proposant de regarder un film ensemble. J'ai décliné poliment, prétextant une réunion importante tôt le lendemain. En réalité, j'ai passé 2 heures dans mon bureau à finaliser les préparatifs de mon déménagement et à programmer les déménageurs pour le week-end suivant, pendant qu'elle serait en voyage chez sa sœur. Le matin suivant, en pleine visioconférence, j'ai reçu un message de sa part. Plus tard, j'ai confirmé une réservation pour le dîner chez Antonio S., le restaurant où nous avions eu notre tout premier rendez-vous, 12 ans plus tôt. Le choix du lieu n'était pas anodin, c'était une tentative calculée de raviver la nostalgie et la connexion émotionnelle. Le Antonio S n'avait pas changé, éclairage tamisé, nappe à carreaux rouges, photos encadrées de Venise sur les murs. Notre table habituelle, dans le coin, nous attendait, accompagnée d'une bouteille du même vin que nous avions partagé pour notre premier anniversaire. Pendant le dîner, elle a finalement révélé le vrai but de cette soirée. J'ai beaucoup réfléchi à nous deux, à ce que c'est devenu, dit-elle en tendant la main pour attraper la mienne. Je l'ai laissé faire. Ce que nous étions me manque. J'ai baissé les yeux un instant avant de demander doucement. Quelle version de « nous » te manque? Elle a cligné des yeux, confuse. Comment ça? Avant tout ça. Avant que tu commences à t'éloigner, répondit-elle, hésitante. J'ai pris mon verre d'eau et bu lentement, organisant mes pensées. Cette conversation était inévitable. J'étais prêt. Calmement, j'ai expliqué. J'ai longuement réfléchi à notre relation, au schéma que je ne voyais pas auparavant. J'ai sorti mon téléphone de la poche de ma veste et ouvert un document que je compilais depuis 20 mois. J'ai pris des notes. Au cours des 30 derniers jours, tu m'as traité de « clown » 17 fois en public, tu t'es moqué de mon intelligence ou de mes compétences 23 fois, et tu as publié 9 messages sur les réseaux sociaux où j'étais la cible de la blague. Son expression est passée de la confusion à la défensive. Tu comptes? C'est un peu extrême, non? Ce n'était que des blagues, dit-elle en essayant de paraître indignée. Ce n'est plus une blague quand je te demande d'arrêter et que tu continues quand même, ai-je répondu fermement. Après cela, elle a retiré sa main de la mienne et sa voix est devenue plus tranchante. Et maintenant? Tu te crois au-dessus d'une simple blague innocente. Tous les couples plaisantent l'un avec l'autre. Tu es trop sensible, c'est pour ça que tu m'as amené ici ce soir? Pour me dire que j'exagère? Elle a poussé un soupir théâtral. Non, ai-je répondu, je t'ai amené ici pour qu'on se reconnecte, pour se rappeler ce qu'on avait, avant que tu commences à accumuler du ressentiment. Avec un geste vague dans ma direction, elle a ajouté. Avant que tu ne commences à te comporter comme si tu valais mieux que tout le monde, avec ton nouveau boulot, tes nouveaux vêtements, et tes nouveaux amis. Cette accusation révélait tout, pour elle, rien dans son comportement ne nécessitait de changement. C'était uniquement la dynamique entre nous qui avait changé. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette et les regardé droit dans les yeux. J'ai signé le bail d'un appartement de l'autre côté de la ville. Je déménage ce week-end. Le sang a quitté son visage. Tu n'es pas sérieux. Je suis tout à fait sérieux. J'ai poursuivi calmement. J'ai déjà consulté un avocat pour entamer une procédure de divorce. Son choc s'est rapidement transformé en colère. Tu as planifié tout ça derrière mon dos, tout en faisant semblant que tout allait bien? Qui fait ça? J'avais besoin de temps pour réfléchir avec clarté, sans manipulation émotionnelle, sans pression. Je devais être certain que c'était la bonne décision. C'est vraiment la fin? 12 ans, tout ça à cause de quelques blagues. A-t-elle demandé. Je suis resté calme, malgré l'intensité croissante de ses émotions. Ce n'est pas une question de blague, ai-je expliqué. C'est une question de respect, de partenariat, et de savoir si nous faisons ressortir le meilleur ou le pire l'un chez l'autre. Elle a commencé à pleurer, et j'ai continué. Je pars parce que nous avons construit quelque chose de toxique, quelque chose qui nous rabaisse au lieu de nous élever. La conversation qui a suivi a été brutale et douloureuse. Elle a oscillé entre colère, incrédulité, tentative de négociation, et finalement un appel désespéré pour avoir une seconde chance. Elle a promis une thérapie, du changement, une dynamique complètement différente entre nous. Peut-être que, 3 mois plus tôt, j'aurais accepté ses promesses. Mais maintenant, je les reconnaissais pour ce qu'elles étaient, des réactions de crise, et non une véritable prise de conscience. En sortant du restaurant, elle a tenté un dernier appel au passé.
Tu te souviens de la première fois qu'on est venu ici? Tu étais tellement nerveux que tu as renversé ton verre d'eau, et on en a rigolé pendant des semaines. J'ai répondu calmement. Oui, on a ri parce que tu avais trouvé ça adorable, pas parce que tu t'en étais servi pour te moquer de moi. Le trajet de retour s'est déroulé en silence, interrompu seulement par ses sanglots étouffés. Une fois rentrée, elle m'a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait dire ou faire pour que je change d'avis. J'ai réfléchi à sa question avant de répondre. J'ai besoin de voir des actions, pas des promesses. J'ai besoin de voir que tu comprends pourquoi on en est là, pas juste que tu veux éviter que ça se reproduise. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait mal à mes côtés, j'ai finalisé les derniers préparatifs de mon départ. Pas avec satisfaction ni esprit de vengeance, mais avec la détermination calme de quelqu'un qui comprend que, parfois, la décision la plus sérieuse que l'on puisse prendre, c'est de s'éloigner de quelqu'un qui ne voit plus votre valeur. Le jour du déménagement est arrivé avec une clarté inattendue. Pendant qu'elle rendait visite à sa sœur, comme prévu, j'ai transféré mes affaires essentielles dans mon nouvel appartement. Il n'y a pas eu de vidage dramatique des placards ni de grande division des biens. Du moins, pas encore. Je n'ai emporté que ce qui m'appartenait indiscutablement, vêtements, documents personnels, objets sentimentaux de famille et les outils précieux hérités de mon grand-père. Même si le nouvel appartement était plus petit que notre maison, ses espaces épurés, ses meubles minimalistes et son ambiance ordonnée semblaient vastes, une représentation physique de l'identité que j'avais retrouvée. Quand elle est rentrée et qu'elle a découvert mon départ partiel, la tempête a éclaté comme prévu, appels frénétiques, messages accusateurs, jusqu'à une visite en larmes à mon nouvel appartement, où elle alternait entre supplications et attaques. J'ai maintenu les limites que j'avais fixées, répondant avec calme, mais avec fermeté. Quand elle est finalement partie, en claquant la porte, je n'ai ressenti ni triomphe ni regret, seulement une certitude silencieuse, pour la première fois depuis longtemps, je faisais passer mon bien-être en priorité. La nouvelle de notre séparation s'est vite répandue dans nos cercles sociaux. Les réactions ont été prévisibles, ses amis les plus proches ont soutenu son récit de trahison et d'abandon, tandis que ma famille, qui, pendant des années, avait été témoin de son comportement dépréciatif sans rien dire par respect pour mes choix, a exprimé un soulagement discret. Le plus surprenant, ce furent les amis qui m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils s'étaient toujours sentis mal à l'aise avec la façon dont elle parlait de moi, mais qu'ils ne savaient pas comment intervenir. On aurait dû dire quelque chose, m'a avoué un ami de longue date, autour d'un café. Mais elle faisait toujours en sorte que ça paraisse normal, comme si c'était juste la dynamique de votre couple. J'ai hoché la tête. Pendant trop longtemps. 2 semaines après notre séparation, elle m'a demandé qu'on se retrouve dans un lieu neutre, un parc où nous avions l'habitude de promener notre chien, avant qu'il ne décède l'année dernière. Lorsqu'elle est arrivée, elle semblait différente, plus sobre, sans cette apparence soigneusement travaillée qu'elle arborait toujours. Nous nous sommes assis sur un banc, face à un lac où des canards traçaient de petites ondulations sur l'eau calme. « Je vais en thérapie 2 fois par semaine depuis ton départ », commença-t-elle. « Ça m'aide à comprendre certaines choses sur moi, sur pourquoi j'avais besoin de te rabaisser pour me sentir en sécurité. » Elle faisait tourner nerveusement son alliance autour de son doigt. « Je n'ai jamais cru que tu partirais vraiment, » admit-elle. « Je pensais qu'on avait un accord tacite. » « Quel genre d'accord pensais-tu qu'on avait ?» ai-je demandé doucement. « Que tu étais d'accord avec ça, que c'était simplement notre dynamique. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Je crois que je me suis convaincu que tu ne souffrais pas vraiment, parce qu'affronter l'alternative aurait signifié admettre que je te faisais du mal. Et je ne voulais pas être ce genre de personne. » À ce moment-là, j'ai entendu une véritable introspection, et non des excuses stratégiques. Mais reconnaître ses torts n'est pas synonyme de transformation. Une séance de thérapie ne défait pas des années de comportements ancrés, ni ne répare les fondations déjà fissurées d'une relation. « Merci de me l'avoir dit », ai-je répondu enfin. Mais prendre conscience de quelque chose n'est que la première étape d'un long processus. « Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir ?» demanda-t-elle, vulnérable. « Peut-être qu'un jour, on pourra réessayer » murmura-t-elle. J'ai pris un moment pour réfléchir à ces paroles. Je ne voulais pas donner de faux espoirs, ni être inutilement cruel. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps et d'espace pour évoluer individuellement avant de pouvoir répondre à cette question. Certaines limites, une fois franchies, changent un couple à jamais. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons adopté une approche plus pragmatique pour gérer nos responsabilités communes et avons commencé à nous détacher l'un de l'autre. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai proposé un partage équitable de nos biens,
reconnaissant nos contributions respectives au mariage. Bien qu'elle ait contesté certaines conditions au début, elle a finalement accepté, évitant le long conflit juridique que je redoutais. Pendant ce temps, j'ai continué à m'épanouir au travail. Récemment, on m'a confié la direction d'une équipe chargée de l'expansion de l'entreprise sur de nouveaux marchés. Peu à peu, mon appartement est devenu un vrai foyer, avec des objets choisis par moi, reflétant mes propres goûts, sans compromis ni choix dictés par la commodité. J'ai renoué avec d'anciennes passions, jouer de la guitare, faire des randonnées, et cuisiner des plats élaborés simplement pour le plaisir de les préparer. 6 mois après avoir quitté la maison, j'ai officiellement demandé le divorce. La paperasse était simple, et le processus légal s'est déroulé sans encombre, puisque nous n'avions ni enfants ni différends majeurs concernant nos biens. Quand nous nous sommes revus pour signer les documents définitifs, elle m'a demandé si je voyais quelqu'un. Non, ai-je répondu. Mais comprends bien que ça n'a jamais été une question de trouver quelqu'un d'autre. C'était une question de me retrouver moi-même. J'ai ajouté. Je veux que tu saches une chose, je ne te déteste pas. Je ne regrette même pas notre mariage. Mais j'ai appris que le respect n'est pas une option dans une relation, c'est la base. Sans lui, rien ne tient. Elle a hoché lentement la tête, les larmes aux yeux, mais sans les laisser couler. Je comprends maintenant, même si c'est peut-être trop tard, murmura-t-elle. En m'éloignant de cette dernière rencontre, j'ai ressenti une légèreté inattendue. L'homme qui, pendant des années, avait accepté de jouer le rôle du bouffon dans sa propre vie, avait enfin tiré sa révérence. L'avenir s'étendait devant moi, incertain, mais rempli de possibilités et surtout, sous mes propres termes. Commentaire Monsieur Reddit. Vous savez, cette histoire met en lumière quelque chose que beaucoup oublient, le respect est la base de toute relation. Peu importe les années passées ensemble, si l'un commence à rabaisser l'autre, à faire de l'humour à ses dépens et à considérer cela comme normal, alors quelque chose ne va plus. Le plus difficile, c'est d'avoir le courage de dire stop, de se mettre en priorité. Il n'a pas agi par haine, mais par besoin de se retrouver, de se respecter. Et c'est une leçon que nous devrions tous retenir, ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Et vous? Qu'auriez-vous fait à sa place? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.